Bonjour à tous, nous revoilà repartis sur une nouvelle vidéo de ce cours de minéralogie. Et lors de notre dernière vidéo, nous avons essayé de définir ce qu'est un minéral et nous avons vu que la réponse n'était pas si simple que cela. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe à l'infiniment petit, c'est-à-dire à l'échelle atomique, et cela va nous permettre de comprendre ce qui se passe à notre échelle. À l'échelle atomique, nous avons des atomes que l'on peut considérer comme des petites billes solides. Et pour comprendre les minéraux, tout le problème est de savoir comment agencer ces petites billes les unes par rapport aux autres pour construire des édifices macroscopiques. Mais déjà, pour construire les minéraux et assurer leur stabilité, il nous faut des forces, et celles-ci sont de plusieurs natures. Premièrement, nous avons des forces répulsives entre ces petites billes, sans quoi la matière s'effondrerait sur elle-même. Ces forces répulsives sont le fait du nuage électronique qui entoure le noyau atomique. Ce sont des forces répulsives qui s'exercent à courte portée, et ces forces sont produites par les charges électriques négatives des électrons. Les ions chargés négativement, c'est-à-dire les anions, possèdent un excès d'électrons dans leur nuage, et ils développeront d'importantes forces répulsives à courte portée. On les représentera donc par des grosses billes. À l'opposé, les ions chargés positivement, ce sont les cations, et il leur manque des électrons dans leur nuage électronique. Les forces répulsives seront donc plus faibles par rapport aux atomes, et ces forces répulsives ne s'exerceront qu'à des distances plus proches du noyau atomique. Les cations seront donc représentés par des petites billes, et plus un cation sera chargé positivement, plus sa taille sera petite. Dans ce tableau, voici la taille des cations et des anions parmi les plus courants que l'on retrouvera dans les minéraux. Les sphères en gris représentent la taille des atomes à l'état neutre quand ils sont pourvus de tous leurs électrons. Les sphères en rouge représentent la taille des cations, c'est-à-dire dans le cas quand ces atomes ont perdu un ou plusieurs électrons. Le rayon ionique sera donc inférieur au rayon atomique. Les sphères en bleu représentent la taille des anions, c'est-à-dire dans le cas quand ces atomes ont gagné un ou plusieurs électrons. Le rayon ionique sera alors supérieur au rayon atomique. Les chiffres sont donnés ici en picomètres, c'est-à-dire en 10 puissance moins 12 mètres. On a plus l'habitude de les donner en angstrom, c'est-à-dire en 10 puissance moins 10 mètres. Il suffit donc de diviser ces chiffres par 100 pour avoir des angstroms. Par exemple, pour l'ion potassium, K+, le rayon ionique est de 1,52 angstrom. Et enfin, de manière générale, plus le noyau atomique d'un ion sera de numéro atomique élevé, c'est-à-dire plus il comportera de protons, plus son rayon atomique ou rayon ionique sera gros. Voilà, pour construire un minéral, et a fortiori un cristal, nous avons besoin de connaître les rayons des atomes et des ions, car c'est cela qui va contrôler la structure d'un cristal. Les gros ions vont donc imposer le type de structure, et les petits ions iront s'insérer dans les interstices. Connaître la taille des ions, cela a aussi une autre importance, car quand deux ions ont des tailles comparables, ils peuvent partager les mêmes sites. C'est ce que l'on appelle des substitutions ioniques. Ainsi, nous verrons souvent des ions aluminium, Al3+, remplacer des ions silicium, Si4+, ou bien des ions fer de plus, remplacer des ions magnésium, Mg2+, ou bien des substitutions entre les ions sodium Na+, et les ions calcium, Ca2+. Et puis, il nous faut aussi des forces attractives qui vont maintenir les atomes entre eux. Et ces forces attractives, elles sont matérialisées par des liaisons interatomiques. Ces liaisons atomiques, elles sont de plusieurs natures. Déjà, nous avons les liaisons covalentes. Nous avons une liaison covalente quand deux atomes voisins partagent des électrons de manière à obtenir une configuration plus stable de leur cortège électronique pour chacun d'entre eux. Le cas typique d'un cristal formé par des liaisons covalentes est celui du diamant, qui est un cristal formé uniquement d'atomes de carbone. Un atome de carbone possède une couche externe d'électrons, comportant 4 électrons. Mais pour stabiliser cette couche externe, il faudrait apporter encore 4 électrons supplémentaires, de manière à avoir une couche externe comportant exactement 8 électrons.
Dans le cas du diamant, chaque atome de carbone partage un électron avec chacun de ses 4 atomes de carbone voisins. Je partage un électron à moi avec chacun de mes 4 voisins et chacun de mes 4 voisins partage un électron à eux avec moi. Au final, j'aurai 8 électrons même s'ils sont mis en commun. C'est donc une stratégie gagnant-gagnant car je gagne en stabilité électronique et mes voisins gagnent aussi en stabilité électronique. Le principe de la liaison covalente, c'est cela, c'est mettre en commun des électrons avec mes voisins pour avoir une configuration électronique plus stable. Ensuite, nous avons les liaisons métalliques. On l'a compris, cela va concerner les métaux. Et là, on va encore plus loin dans le partage des électrons. Un ou plusieurs électrons ne sont plus partagés entre 2 noyaux atomiques, mais cette fois avec toute la communauté des atomes présents. Cela fait beaucoup. Et les électrons de la couche externe ne sont plus rattachés à un noyau en particulier. De fait, ces électrons sont libres et peuvent se déplacer librement. Cela constitue une sorte de soupe d'électrons mobiles, et ce sont ces électrons, entités chargées négativement, qui forment une sorte de colle entre les noyaux atomiques qui, eux, sont chargés positivement. Et cette soupe d'électrons libres est responsable de toutes les propriétés caractéristiques des métaux, c'est-à-dire une bonne conductivité de l'électricité, c'est d'être aussi de bons conducteurs de la chaleur, et c'est d'être aussi d'avoir ce reflet métallique bien reconnaissable des métaux. Cette liaison métallique est très efficace car elle rapproche les noyaux atomiques entre eux et c'est pour cette raison aussi que les métaux sont plus denses que les autres matériaux. Puis nous avons les liaisons ioniques. Et là, nous passons dans le monde à l'opposé. Nous ne sommes plus dans le monde du partage des électrons. Là, les anions ne partagent pas leurs électrons excédentaires. Et les cations ne souhaitent pas capter des électrons supplémentaires. Chacun y trouve son compte. Et là, la liaison ionique, elle est de caractère purement électrostatique. Ce sont des anions et des cations qui s'attirent mutuellement comme des charges positives et négatives peuvent s'attirer. Le cas typique d'un cristal avec des liaisons ioniques, c'est le sel de cuisine, NaCl. Le cation, c'est le sodium, Na+, c'est un alcalin, dans la première colonne du tableau périodique. C'est un élément qui expulse volontiers son électron isolé sur la couche la plus externe, car cela lui permet d'avoir un nuage électronique plus stable et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au nuage électronique du néon, et qui est un élément chimique très stable. L'anion, c'est l'ion chlorure, c'est le moins. Et cet anion, il souhaite garder son électron excédentaire, car pareil, cela donne à son nuage électronique la même configuration très stable que celle de l'argon. Donc, il n'y aura pas de liaison covalente entre ces 2 ions, sodium et chlorure, car ces 2 ions veulent garder une configuration électronique qui est celle d'un gaz rare. Les liaisons ioniques sont moins fortes que les liaisons covalentes. Et il y a aussi une autre grande différence entre liaisons ioniques et liaisons covalentes, c'est que les liaisons covalentes, elles sont orientées dans l'espace. Ainsi, les 4 liaisons covalentes développées autour d'un atome de carbone, elles sont toujours orientées vers le sommet d'un tétraèdre centré sur cet atome de carbone. Les liaisons ioniques, elles peuvent s'établir dans toutes les directions de l'espace. Enfin, nous avons des liaisons encore plus faibles, et que l'on appelle les forces de Van der Waals, et qui s'établissent même entre les atomes de gaz rares. Même si en moyenne un atome de gaz rare est une entité neutre, sans charge, à tout instant, il y aura toujours de petits déséquilibres dans la répartition des charges, qui feront que telle zone sera chargée positivement et telle autre zone sera chargée négativement. Ces petites charges résiduelles qui apparaissent, puis disparaissent, puis réapparaissent, eh bien ces petites fluctuations vont créer des petites interactions entre les atomes. Ces forces, elles sont négligeables par rapport aux autres liaisons, mais elles ont leur importance dans certains cas, comme dans le graphite. Le graphite, qui est une autre forme minérale constituée à 100% de carbone, eh bien dans le graphite, vous avez une structure avec des feuillets, et entre ces feuillets, eh bien vous avez des interactions qui sont de type liaison de Van der Waals.
Enfin, soulignons qu'en pratique, dans un minéral, il y a souvent un mixte des deux types de liaisons, la liaison covalente et la liaison ionique. La liaison ionique, elle ne sera pas 100% ionique, elle aura une petite part covalente, et bien souvent aussi les liaisons covalentes, elles ne seront pas à 100% covalentes, elles auront aussi une petite part ionique. Voilà, ici se termine cette petite vidéo sur les atomes, les ions, leur taille et tous les types d'interactions qui peuvent se développer entre ces ions et ces atomes. Et cela pour construire la structure de ces minéraux à l'échelle atomique. Nous continuerons la prochaine fois sur l'agencement et l'arrangement de ces atomes entre eux. À bientôt!